Et alors, juste à ce moment-là, nous entendîmes la porte d'entrée de la maison se refermer. Broxholm était de retour. Ouh, ça pue! Oh, ça pue! Oh, ça pue! Attends, chapitre 9. Les deux, là, ils sont dans le grenier de chez Broxholm. Ils viennent de trouver un champ de force qui retient prisonnière leur prof qui croyait disparu. Un espèce de champ de force dans lequel elle est emprisonnée, elle ne peut pas bouger et elle n'a pas la notion du temps. C'est-à-dire qu'elle les prévient d'une menace avant de se rendre compte que la menace arrive à son terme la semaine d'après. Parce que la prof, elle avait aucune notion du temps enfermée dans son truc. Alors c'est la misère, parce que les mecs, ils apprennent que Broxholm, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut kidnapper le meilleur élève de la classe, le plus mauvais élève de la classe, et trois des plus moyens, pour les emmener dans l'espace là-haut. Et ils ont une semaine pour démasquer le type avant que ça arrive. C'est, ils sont pas sortis des ronces. Hein. Ils sont pas sortis des ronces. En tout cas, en attendant, qu'est-ce qui va se passer? Chapitre 10, exercice en solo. J'arrive. Je me mis à trembler. J'avais la bouche sèche. Les yeux de Peter étaient devenus larges comme des soucoupes. Chut! Avertit madame Schwartz. Pas un bruit. J'appréciais le conseil, mais je n'avais pas l'intention de jouer de la trompette. Comment allons-nous sortir de là, pensai-je. À ma grande surprise, madame Schwartz me répondit. Attendez qu'il fasse son rapport, dit-elle. Vous pourrez alors vous faufiler dehors. Vous venez de lire dans ma pensée? M'étonnai-je, intérieurement. Seulement le message que tu m'as adressé. Cette précision me soulagea, parce qu'il m'arrive de penser à des tas de choses que je ne voudrais révéler à personne, même pas à madame Schwartz. Je regardais autour de moi. Si Broxholm montait dans le grenier, nous étions perdus. Il n'y avait pas un seul endroit où se cacher. Soudain, j'entendis l'horrible musique. C'est l'occasion ou jamais, chuchotai-je. Il doit être devant sa coiffeuse. Je parie qu'il est en train d'enlever son masque et qu'il s'apprête à entrer en contact avec son vaisseau spatial. Alors, allons-y, déclara Peter. Attends, et madame Schwartz, nous ne pouvons pas la laisser comme ça. Il le faut, nous communiqua madame Schwartz. Pour le moment, je ne risque rien. Ce que vous pouvez faire de mieux pour moi, c'est de démasquer l'extraterrestre. J'hésitais encore. Partez, nous cria-t-elle. Le message était si puissant qu'il me propulsa en arrière. J'étreignis la main de Peter. Il ne retira pas la sienne. Ce n'était pas du romantisme, mais de la terreur. Chacun de nous avait besoin de s'accrocher à l'autre pour descendre les marches de bois. Quand nous arrivâmes à la dernière, Peter ouvrit la porte aussi doucement que possible. Le faible bruit se perdit dans les affreux grincements de la musique extraterrestre. Puis il jeta un coup d'œil dans le couloir. Personne en vue, me souffla-t-il. Il me semblait entendre les battements de mon cœur. Je crois que je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'avais l'impression que Broxholm allait surgir à tout instant et nous prendre à la gorge. Je le voyais nous poursuivre dans le hall, son masque de M. Smith pendouillant sur sa poitrine. Il brandissait une arme spéciale et nous transformait tous les deux en deux petits tas de cendres sur le parquet. Traitement peut-être réservé par les gens de sa planète aux enfants trop curieux. La musique grinçante continuait. Peter referma la porte derrière nous avec une précaution infinie. C'était sans doute une perte de temps, mais je compris qu'il redoutait de l'entendre claquer dans notre dos. Un bruit de ce genre, et c'en était fait de nous. À quatre pattes, nous avançâmes le long du mur. En passant près de la pièce où se tenait Broxholm, je ne pus m'empêcher de regarder à l'intérieur. Il était assis devant sa coiffeuse et tirait sur son masque. Priant le ciel pour ne pas être vu dans son miroir écran, je poursuivis mon chemin. Nous nous glissâmes dans l'escalier, traversâmes le hall et atteignîmes enfin la porte. Une fois dehors, nous nous mîmes à courir comme des dératés. Et ce n'est qu'au bout de 3 pâtés de maison que nous nous arrêtâmes pour reprendre notre souffle. Mais pas longtemps. Étant donné que Broxholm venait de rentrer chez lui, je craignais que mes parents ne soient également de retour. Cependant, quand nous approchâmes de ma maison, je vis qu'ils n'étaient pas encore là. Il leur arrivait souvent de s'attarder pour bavarder avec d'autres parents d'élèves après la réunion. Il était même possible que celle-ci ne soit pas encore terminée, et que Broxholm ait réussi à s'en échapper plus tôt prévu. Peter me raccompagna jusque devant ma porte. Je me dis que c'était très chevaleresque de sa part, surtout quand je le vis s'éloigner dans le noir, et que je compris à quel point j'aurais eu peur de rentrer toute seule. Ce garçon était certainement le plus courageux de tous ceux que je connaissais.
Quant à moi, je mourrais de frayeur. Je fis le tour de la maison et j'allumai toutes les lumières. Ne me demandez pas pourquoi, mais je me suis senti un peu mieux après. Puis je m'assis dans le salon, attendant le retour de mes parents, en redoutant de voir Broxholm surgir à chaque instant. Tout compte fait, la soirée s'était révélée fructueuse. Bon, je ne pouvais pas encore fournir de preuves pour étayer mon histoire, mais il existait au moins une autre personne qui savait ce qui se passait. Détail plus important, nous avions retrouvé Madame Schwartz. Et maintenant, que faire? Il devenait urgent de dénoncer Broxholm, avant qu'il ne nous transforme en deux petits tas de cendres. Notre seul avantage sur lui, c'était qu'il ignorait encore que nous avions découvert son secret. Si nous pouvions continuer à feindre l'innocence, il ne devinerait peut-être pas nos intentions. Le plus logique, bien sûr, serait de lui arracher son masque, mais comment arrache-t-on le masque d'un extraterrestre? Toute la nuit durant, j'essayais de trouver le courage d'entreprendre la tâche que je m'étais fixée pour le lendemain. Monsieur Bamwick m'avait programmé une leçon de musique supplémentaire ce matin-là. Comme d'habitude, Smith Broxholm frissonna violemment de dégoût quand il me vit prendre ma flûte et quitter la classe. Laissons-le frissonner, dis-je. S'il me kidnappe, je lui jouerai de la flûte jusqu'à la prochaine galaxie. La raison de cette leçon supplémentaire était la suivante. Rataplan Bamwick voulait me faire travailler d'arrache-pied un solo de flûte pour notre concert de printemps. En cette occasion, l'orchestre de l'école devait en effet exécuter une marche militaire grandiose. Le clou de cette marche était le solo de flûte en question. Un passage d'une difficulté incroyable. M. Bamwick m'avait confié qu'il rêvait de faire jouer cette marche par notre orchestre depuis 7 ans. Il avait espéré, année après année, dénicher quelqu'un qui puisse venir à bout de ce solo, et maintenant il croyait l'avoir enfin trouvé. C'était moi. J'étais flatté de sa confiance. Le problème, c'est que je ne la partageais pas. Oh, je pouvais interpréter sans mal une bonne partie du morceau, mais vers la fin, les choses se compliquaient pour moi. Il y avait notamment une cadence ponctuée de trilles qui me faisait l'effet d'un parcours d'obstacles. Et entre nous, si vous devez jouer quelque chose en concert et en solo, il vaut mieux que ce soit parfait. Mais M. Bamwick était déterminé. Il nous faudrait jouer cette marche coûte que coûte ou mourir à la tâche. À en juger par la façon dont il me fit travailler ce vendredi, la mort aurait été un meilleur choix. Reprenons, Suzanne, me dit M. Bamwick pour la 3e fois. Le concert a lieu la semaine prochaine. Vous n'avez pas répété hier soir, je le vois. Je n'ai pas eu le temps, bredouillai-je piteusement. Je savais que c'était une mauvaise excuse, mais pouvais-je lui dire que j'avais préféré fouiller la maison de M. Smith pour prouver qu'il venait d'une autre planète? M. Bamwick faisait visiblement des efforts pour ce contrôle et je dois lui reconnaître cette qualité. Il sait que ça ne sert à rien de nous culpabiliser, mais je sentais bien qu'il avait envie d'exploser. En quittant la leçon, j'étais moi-même assez furieuse. Et ce fut une bonne chose d'ailleurs, car la colère me donna la force de faire ce que j'avais à faire. Je redressai les épaules et me dirigeai vers la salle de classe. Près de la porte, je m'arrêtai pour respirer profondément. Et ensuite, je franchis cette porte et je titubai jusqu'au bureau de M. Smith. Là, je fis semblant de m'évanouir. En tombant, j'agrippais son oreille. La suite. Prochain épisode.